Après l'excellent repas proposé par la maison, merci beaucoup, je vais balancer du lourd tout de suite, d'accord ? Pour que après on puisse... Voilà. Ce que font les militants de la CGT, Ambroise Croizat étant emblématique de centaines de milliers de personnes qui, entre 1920 et 1980, ont construit les institutions du salariat dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ce qu'ils font, ce n'est pas un changement dans le partage de la valeur, sans qualificatif, la valeur étant la valeur capitaliste, qu'il faudrait mieux partager par une bonne fiscalité, etc. Ce n'est pas du tout ça qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est un changement dans la production d'une autre valeur que la valeur capitaliste. La question de la valeur économique, c'est une question à la fois difficile et absolument centrale si on veut avancer dans la compréhension de la lutte de classe dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est faute de le comprendre que nous persistons dans des mots d'ordre de notre défaite. Démarrons par un moment assez fandard dans la vidéo de Usul. Les plus jeunes d'entre vous peut-être connaissent. Vous faites USUL, Frio, sur un moteur de recherche, vous allez tomber tout de suite sur une vidéo de 35 minutes sur le salaire à vie. Et il y a un moment où un mec tond du gazon. Alors, il tond du gazon. Premier cas, je tonds du gazon dans mon jardin. C'est utile, encore que les tenants de la permaculture pensent que non, mais c'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Je ne travaille pas. Je suis actif, mais je ne travaille pas. Un fonctionnaire territorial, employé municipal, tond du gazon. Alors lui, non seulement il ne travaille pas, mais il dépense. Un salarié de Veolia tond du gazon. Ah ben il produit. La question ne se pose pas. C'est évident. Vous voyez bien que ce que nous appelons valeur économique n'a absolument rien à voir avec le travail concret que nous faisons. J'y faisais allusion dans la première partie. Les femmes sont non payées pour le savoir. Que ce n'est pas l'utilité sociale de ce qu'on fait qui lui donne valeur. Ce qui donne valeur économique à ce que nous faisons, c'est une convention sociale. Et cette convention sociale, c'est le fruit de la lutte de classe. Parce que qui définit et produit la valeur dirige la société. La classe dirigeante, c'est la classe qui définit ce qui vaut, qui produit ce qui vaut et qui répartit ensuite ce qui vaut. Si on se bat uniquement sur la répartition de ce qui vaut, mais vous voyez bien que c'est foutu. C'est trop tard. C'est beaucoup trop en aval. La lutte de classe, elle porte sur la définition et la pratique de ce qui vaut. Et ça suppose, parce que la classe dirigeante a beaucoup d'institutions à son service, évidemment, et ne tient pas à lâcher son pouvoir comme ça suppose qu'une classe révolutionnaire se constitue. Ça prend des siècles, pour ceux qui espéraient au grand soir, d'accord ? Mais dans cette mauvaise nouvelle, il y a une part de bonne nouvelle, c'est que depuis 1 siècle et demi, une classe révolutionnaire se construit. La classe révolutionnaire qui a réussi, c'est la bourgeoisie.
Et au XIIe, XIIIe siècle, elle est en aussi médiocre forme que la classe révolutionnaire aujourd'hui. Elle est largement dominée par la noblesse. Et si elle va l'emporter, ce n'est pas parce qu'elle va dire à la noblesse « ôte-toi que je m'y mette » pour faire de la production féodale. Elle ne s'est pas battue pour une meilleure répartition de la production féodale, sinon on y serait toujours. Un serf qui se transforme en bourgeois, c'est quelqu'un qui non seulement ne prend pas l'argent dans la poche, achevé, de l'argent, il y en a dans la poche, eh bien, non seulement il ne prend pas l'argent dans la poche de la noblesse, puisqu'à l'époque c'est la noblesse qui est la classe dirigeante, mais il lui paye l'impôt. Et lui payant l'impôt, il lui dit « je ne te dois plus rien, je ne bosse plus pour toi. Je ne fais pas la taille, la corvée, tout ça. Je n'alimente pas la production féodale en bossant 3 jours de ma semaine pour toi. Je te paye l'impôt et je produis de manière alternative. » Produire de manière alternative, c'est changer le régime de propriété. Et Dieu sait si la bourgeoisie va le faire au cours de plusieurs siècles. Vous avez par exemple des travaux que j'ai lus un peu tard, j'aurais dû les lire plus tôt, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut, sur l'évolution du droit pénal au XVIIIe siècle en Angleterre, sur les vols de bois en forêt. Au début, le droit pénal, c'est décisif pour comprendre le mouvement d'une société, absolument décisif. Durkheim fait tout son bouquin autour du droit pénal, par exemple. Au début du XVIIIe siècle, quelqu'un subit une sanction judiciaire parce qu'il n'a pas respecté le statut de noble du propriétaire. Ce n'est pas la propriété qui est mise en cause, c'est le fait qu'il déroge. Il va piquer du bois alors que seul le seigneur a le droit de piquer du bois. Et puis à la fin du siècle, ou des poissons, c'était aussi les poissons dans les étangs, d'accord ? À la fin du siècle, on s'en fout. Il est condamné parce qu'il a volé un propriétaire. Seul le propriétaire de l'étang a le droit de mettre dessus des salariés et de les exploiter en sorte de tirer un profit de sa propriété lucrative. Vous voyez, le droit de propriété lucratif, comme droit capitaliste, se met en place, il faut des siècles. On ne change pas la société par décret. Un mode de production, ça faut du temps. Changer le mode de production, c'est changer le régime de propriété et c'est changer le statut du producteur. Pourquoi est-ce que la classe capitaliste l'emporte sur la noblesse ? Mais parce qu'elle propose un statut émancipateur du producteur. On n'est plus déterminé par sa naissance. On devient un travailleur libre sur un marché du travail. Alors c'est une saloperie dont il faut qu'on se débarrasse aujourd'hui, d'accord ? Mais c'est extrêmement progressiste. Dans les siècles où ça se met en place, alors progressivement, mais nous sommes bien d'accord sur le mot progressivement, pas par un long fleuve tranquille de réformes, parce qu'on a voté à la bonne personne au concours de beauté quinquennal. Non. C'est progressif parce qu'il faut beaucoup de temps, mais c'est par à-coups. C'est par à-coups, et on voit des moments où la bourgeoisie s'impose, et puis il y a des moments de réaction nobiliaire. C'est un conflit permanent et passionnant à étudier. Donc, ne mettons pas la charrue du changement de régime politique avant les bœufs du changement du mode de production. Faire la révolution, ce qui est notre ambition à tous, sinon vous ne seriez pas là, et moi non plus en tout cas. Faire la révolution, nous sortir de l'impasse aussi bien écologique qu'anthropologique dans laquelle le capital nous emmène, c'est changer le mode de production. C'est donc changer le régime de propriété, c'est changer le statut du producteur.
La question est donc la suivante. Est-ce que 1946 change le régime de propriété et le statut du producteur? Ma réponse est oui. À quoi je dis oui? Je dis oui au fait que, le disant ou ne le disant pas, encore une fois, les idées sont toujours postérieures à nos actes. Le fait que commence à s'instituer un autre régime de propriété et un autre statut du producteur. Je dis oui à l'existence d'une classe ouvrière. Je change le postulat de mon travail. Le postulat de mon travail, c'est « il n'y a pas de classe ouvrière en soi ». Elle n'est pas, pour soi, je veux dire, elle n'est pas révolutionnaire. Et c'est pour ça que j'ai été encore une fois solidaire de victimes. Vous voyez le mépris qu'il y a à être solidaire de victimes. Il faudrait que ça vous frappe, ça, si ça ne vous frappe pas. Être solidaire de victimes, c'est les mépriser. Quand j'ai vu dans les tracts arriver dans les années 70 pour la première fois, dans des tracts de la CGT ou du Parti communiste, arriver des termes pauvreté, lutte contre la pauvreté. Ah, je me suis dit, c'est là que ça commence à foirer. Jamais une classe révolutionnaire ne se définit par son manque. Jamais elle ne dit qu'elle est pauvre. Elle est candidate au pouvoir sur la valeur économique. Dès lors que vous êtes solidaire de pauvres, vous participez à la grande machine capitaliste. Il y a eu un moment d'ailleurs où, avant d'en arriver là, qui est ce que je dis aujourd'hui, et qui m'a séparé de beaucoup de mes collègues, comme je le disais à la fin de la première partie, j'ai eu un moment où, de fait, j'ai eu un doute. Je racontais l'histoire de Paimpol, un doctorant qui était un féru, il n'y avait pas encore de iPhone, il n'y a pas besoin d'aller chercher, mais il était féru de cinéma, il connaissait par cœur la vie des films. Il me dit, en 89, il n'y a aucun film de Desplechin. Jamais Dussoli n'a joué dans un film de Desplechin. Ah, zut. Je rencontre une collègue de Bretagne qui me dit, il n'y a pas de falaise à Paimpol. Bref, tout mon truc s'effondrait. Ennuyeux quand les souvenirs fondateurs s'effondrent. Je dis, mais alors attends, mon intuition du 6 août 89, c'est quoi ce truc-là? Le 6 août 89, c'est la fête de la transfiguration, le 6 août. Cathode gauche, d'accord, transfiguration. Transfiguration, c'est le moment où Pierre et les autres disciples, Jacques et Jean, sur la montagne, mesurent la divinité de cet homme qui est là en face d'eux. C'est assez intéressant de pouvoir mettre l'intuition fondatrice d'un changement d'hypothèse le jour de la transfiguration. Et puis, le 6 août 89, c'est quand même au lendemain du 14 juillet 89. Et là, tous ceux d'entre vous qui ont l'âge d'avoir assisté au défilé de Goudes se souviennent de l'humiliation, de ce bicentenaire où le chargé de communication des Galeries Lafayette nous a fait un truc d'une démagogie, d'un révisionnisme historique invraisemblable. J'étais humilié par les grandes cérémonies du bicentenaire. Chez nous à Nancy, l'exposition du bicentenaire, c'était un contre-révolutionnaire, c'est pas mal. J'avais besoin de me faire quand même un autre souvenir du bicentenaire de 89. Et pourquoi pas l'intuition de mon changement d'hypothèse. Et puis il y avait surtout dans ce
souvenir construit. Hein. C'est pour ça que, heureusement, les historiens, les vrais, hein, ne se fondent pas sur les mémoires des acteurs, évidemment. Il y avait aussi une vision extrêmement erronée de ce que c'est qu'une démarche de chercheur. Que avancer dans la recherche, c'est modifier l'hypothèse avec laquelle on interprète son objet. Alors, c'est vrai que ça fait partie de la démarche. Hein. On ajuste progressivement le matériel et l'hypothèse. Mais on ne trouve jamais rien en faisant ça. On répète, beaucoup de chercheurs répètent. Hein. Il en faut, de toute façon, il faut de la répétition. Ça rassure aussi. Hein. Et puis ça fait des carrières, en fait, tout ça est utile. Mais on ne commence à trouver comme chercheur, non pas quand on modifie l'hypothèse avec laquelle on interprète son objet, mais quand c'est le rapport à l'objet qui change complètement, et que ça n'est plus un objet, justement. Avec un chercheur génial qui tire de son fond profond l'interprétation du truc, voyez. Lorsque l'objet devient un sujet actif à l'école duquel on se met, parce que nous ne pouvons pas tirer de notre fond profond, fût-il génial, une interprétation du réel. Nous ne pouvons la tirer que de la lecture à l'écoute d'un autre qui nous ouvre à l'inouï du réel. C'est ça qui s'est opéré chez moi progressivement. Et ce n'était pas le 6 août 89. Ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus souterrain, lié aussi à ma militance du dimanche. Elle n'a pas été inutile. Hein. Il faut que je vous raconte cette casquette-là. La casquette-là, c'était un autre date, qui est peut-être aussi bidon que la précédente. Hein. Enfin, je vais dire 8 août 2015, grande manif. Je suis à Nancy. Mon parti, le Parti communiste, distribue un tract. J'étais très content. Je le lis. Erreur à ne pas faire. Je distribue des tracts sans les lire, je ne me fais pas de mal, hein, d'accord. Je le lis recto verso, le texte. D'accord, un truc dense, copieux. 2 lignes de proposition. Tout le reste de la plainte et de la dénonciation. Je vais voir mon secrétaire fédéral. Je lui dis, mais écoute, t'as vu le tract? Oh, on n'a pas eu le temps, on a pris le tract national. Ah, je me suis dit, c'est encore pire. Et à la fin de la manif, je retrouve moi, je suis à la FSU, donc je trouve un vieux militant de Solidaire, enfin de la CFDT passé à Solidaire, un type super, qui manifestait à Nancy avec cette casquette de Solidaire. Il me dit, t'as vu la casquette qu'on nous a fait? Avec le rose, là, je ne peux pas manifester chez moi à Neuneu, je passerai vraiment pour quoi? Il faut vraiment que ce soit des Parisiens qui... Alors, il m'a donné sa casquette, donc c'est pour ça que je... Mais ce petit excursus, 1, nous fait perdre du temps, 2, me fait perdre ce que je voulais vous dire. Oui, hein, un chercheur, c'est quelqu'un qui se met non pas au service de la classe ouvrière, avec toutes les ambiguïtés que j'ai dites, un service de compensation finalement d'une position de classe spontanée dans laquelle il pose la classe ouvrière comme une classe en soi, certes, mais incapable d'instituer une alternative au capital, sauf demain, hein, parce qu'il y a un ciel aussi sur la science sociale. Hein. Demain, les riches seront pauvres et les pauvres seront riches. Hein. Ça se dit aussi, ça, dans la science sociale critique, hein, d'accord. Mais dans le passé, non, on n'observe rien de tel. Hein. Ce postulat qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire en constitution dans notre pays, ou dans d'autres, hein, ça se fait selon d'autres modalités, et que la date de 1946 n'est pas une date révolutionnaire. Le fait d'avoir été obligé de dépasser cela à cause de l'échec de la bataille sur les retraites, hein, qui m'a obligé à lire autrement les 2 régimes antagonistes, Agirc-Arrco et régime général, que je lisais avant, c'était de la répartition, hein, c'était de la solidarité, ça avait beaucoup de vertus, tout ça, enfin bref, des conneries, quoi. Hein. Ça m'a obligé, encore une fois, à passer du service de la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière.
et à épier en permanence tous les moments d'émancipation qui s'opèrent. Revenons maintenant, si vous voulez bien, au petit garçon de 1951. Donc j'ai lâché le lourd, hein, d'accord, ça va? On va essayer maintenant de mettre ça un peu en perspective. Le petit garçon de 1951, peut-être 51, peut-être 41, et peut-être est-ce un souvenir bidon, mais enfin, c'est quand même un souvenir que j'ai, entend ses parents et entend une phrase de son père disant ils vont quand même pas me foutre à la porte. Je rappelle que mon père est dans un poste disciplinaire, il a été extrêmement mal noté par l'inspecteur, etc. Ils vont quand même pas me mettre à la porte. Et moi, j'imagine mon père attaché à la porte. Je me dis, on va quand même pas attacher papa à la porte. Mais aujourd'hui, je lis pas du tout ce souvenir comme ça. C'est pas mon père disant, mais ils vont quand même pas me mettre à la porte. C'est mon père disant, ils ne vont pas me mettre à la porte, de toute façon. Parce que toute la suite de la vie de mon père dit que c'est comme ça qu'il l'a dit. Mon père est fonctionnaire. Et il emmerde l'inspecteur. Parce qu'il a un statut de salaire à vie. Et il fera preuve pendant toute sa vie d'une liberté pédagogique absolue. Ça lui vaut évidemment un poste disciplinaire, mais mieux vaut vivre debout ou vivre couché. À genoux, oui, plutôt. Merci beaucoup de me rappeler au vrai Aragon et non pas celui que je fantasme. Merci. Il nous racontait avec son fin sourire les réunions pédagogiques. Donc, régulièrement, l'inspecteur réunissait les instits d'un arrondissement. Alors, ça commençait toujours par « il saluait tout le monde, sauf mon père ». Il continuait. Et puis, il se trouve que mon père avait, à cause de sa liberté pédagogique, d'ailleurs, les meilleurs résultats de l'arrondissement. Alors, il disait « j'espère que vous n'avez pas la fatuité de penser que vous y êtes pour quelque chose ». Et mon père nous racontait ça avec le sourire de la liberté. Il a honoré son statut de fonctionnaire. Et je lui rends hommage parce que c'est des témoignages qui aident aussi à vivre debout par la suite. Or, le statut de fonctionnaire, c'est le salaire à vie, précisément. J'ai pas le temps parce que je crois que vous reniez une autre conférence gesticulée où j'aurai le temps, hein, d'accord? Là, j'ai pas le temps compte tenu qu'il faut qu'on finisse pour 11h30 à cause du RER, mais j'ai pas le temps de revenir sur l'histoire du statut de la fonction publique. Simplement, ce que je veux dire, c'est que pour de fort mauvaises raisons, qui était la conquête de l'Algérie, donc c'est pas une très bonne raison, il se trouve que s'institue une différence entre le grade et le poste. Et un fonctionnaire, il est payé pour son grade, pas pour son poste. Il peut changer de poste, y compris pour un poste plus qualifié, il ne sera pas plus payé. Ni moins si c'est sur un poste mal qualifié au demeurant. La qualification est un attribut de sa personne. Il est payé pour son grade et il a un salaire qui est attaché non pas à son poste, mais à sa personne. C'est ça le salaire à vie. L'emploi, c'est le fait que le salaire est attaché au poste. C'est le poste qui est qualifié dans la convention collective. Même si, par ailleurs, les syndicats, comme je l'ai dit, ont conquis le droit à la carrière, y compris dans une logique de poste. Alors que dans la fonction publique, nous avons un tout autre fondement du salaire, le salaire est attaché à toute autre chose qu'au poste, il est attaché au grade, c'est-à-dire à quelque chose qui est un attribut de la personne, et le grade ne termine pas avec la fin du service, c'est pour ça que la pension, c'est la poursuite du traitement. Un fonctionnaire a un grade jusqu'à sa mort, il est payé jusqu'à sa mort. Donc nous avons là une invention qui est liée à tout un combat qui a été mené, en particulier entre 1906, quand le gouvernement tente d'imposer un statut de la fonction publique que les fonctionnaires, à juste titre, récusent, avec interdiction de se syndiquer, etc.,
Et 46, la loi d'octobre 46, on est en queue de comète, hein, c'est la fin de la présence utile des communistes au gouvernement. Thorez, qui est le ministre vice-président du Conseil en charge de la fonction publique, fait voter la loi qui crée le statut de la fonction publique d'État. Là encore, un ministre communiste qui crée quoi? Pas un statut spécial lié à des missions spéciales, comme trop souvent les fonctionnaires le défendent. Les fonctionnaires aujourd'hui font le dos, on n'ose même plus dire qu'ils sont fonctionnaires, puis quand ils le disent, ils disent on est exploité comme les autres, ce qui est quand même embêtant, parce que du coup, il n'y a pas d'alternative. Si ceux qui ont un salaire à vie sont exploités comme les autres, où est l'alternative? Deux, nous on remplit des missions spéciales, c'est normal, donc les autres sont des cons, ils ne remplissent pas de missions spéciales. Comment voulez-vous fédérer sur une stratégie aussi aberrante? C'est comme quand les cultureux se battaient au nom de l'exception culturelle. Ah bon, alors les autres ne sont pas dans l'exception, ils n'ont pas de chance. Ils ne se battent plus au nom de l'exception culturelle, ils se battent au nom de la précarité de contrats de courte durée qui doivent être honorés par un salaire à vie grâce à l'UNEDIC. On n'y est pas encore arrivé, mais enfin c'est ça l'objectif. Et que ça vaudrait pour tous les précaires. Ce n'est pas l'exception culturelle. Donc c'est pas, le statut de la fonction publique, ce n'est pas du tout un truc qui sanctionne une exception de mission spéciale. Ce n'est pas plus spécial de faire des tomates bio que d'enseigner. Dans l'urgence écologique où nous met la folie capitaliste, tout devient mission spéciale. C'est pas ça du tout. Pour des raisons historiques, encore une fois, contingentes, que je n'ai pas le temps d'expliquer, il se trouve que les fonctionnaires anticipent ce qui devrait être le statut de tous. Nous devons être reconnus comme producteurs de valeur. La définition capitaliste du travail dit « ne travaillent que ceux qui vont sur un marché du travail, la corde au cou, en chemise, pieds nus, pour des entretiens d'embauche où ils montrent comment éperdument ils ont le désir de faire ce qu'on leur demande. Cette humiliation de l'entretien d'embauche à laquelle on ne peut se soumettre que parce que depuis l'enfance, on a été socialisé à cette humiliation. Dès la 5e, on va dans des salons d'orientation, ces saloperies, où des gamins sont invités à appauvrir l'ambition qu'ils ont sur eux-mêmes pour que ça entre dans les exigences du marché du travail. Si ce n'est pas Dieu, ça, je ne sais pas où est Dieu. On y reviendra, ça, d'ailleurs, parce qu'il faut dire un petit truc sur la laïcité, ce sera pour tout à l'heure. La fonction publique, c'est l'anticipation de ce qui devrait être notre statut politique de producteur. Non plus des travailleurs libres sur le marché du travail, avec une école qui, par ses filières, ses notes, nous apprend, nous socialise à la compétition sur le marché du travail, avec un rapport au savoir de moins en moins gratuit dans l'école à cause de cette poids du marché du travail sur le système éducatif. Nous pouvons sortir de tout ça. Et nous l'avons déjà fait. Additionnons, si vous voulez bien. La moitié des retraités, pas les 15 millions, hein, mais la moitié des retraités qui ont une pension, surtout des hommes, hein, parce que les femmes la pension moyenne, c'est 1 100 € pour les femmes, 1 600 € pour les hommes. Donc, qui ont une pension proche de leur salaire d'activité, entre 70 et 100%. 7 millions de personnes. 5,5 millions de fonctionnaires. Alors que je rappelle que la loi Thorez d'octobre 1946 concerne 500 000 personnes. Aujourd'hui, 5,5 millions. Quand on dit tout fout le camp, tout va de mal en pis, mais ce n'est pas vrai.
arrêtons ces prophéties autoréalisatrices du pire. Enfin, c'est irresponsable de dire que tout va de mal en pis. Nos adversaires n'attendent que ça. Pour dire, vous voyez bien qu'il faut changer, qu'il faut réformer, parce que ça va de mal en pis. Bon. Mais non, ça m'évoquait le pis de la vache de Madame Drouot. Comment je vais m'en tirer? Comment de son Japon, mais arrêtez là, on peut refaire de son Japon. Et donc, nous sommes à 5,5 millions de fonctionnaires, salaire à vie. 7 millions de retraités, salaire à vie. Dans le privé, je me suis fait vertement reprendre pour une erreur de lecture par la CGT de la métallurgie du Midi-Pyrénées dans une formation il y a quelques mois. Dans la métallurgie, il y a une réelle pratique de la carrière. Si vous changez d'entreprise, vous êtes embauché à votre salaire actuel. Vous ne pouvez pas baisser de salaire. À l'intérieur d'une entreprise, vous progressez en salaire. Certes, c'est le poste qui est le support de la qualification. Et donc, si le poste disparaît, il y a licenciement. Donc, on n'est pas comme dans la fonction publique, c'est vrai. Mais il y a un réel salaire à vie. Il y a des branches, la banque, où on ne passe jamais par le marché du travail. Il y a eu un poids syndical qui a permis de conquérir une forme de droit à carrière. Donc, vous voyez, on est déjà à 15 ou 16 millions de personnes en salaire à vie. Ce n'est pas les quelques trucs de minimum de base en Alaska ou en Finlande, je ne sais trop quelle sottise qu'invoquent les partisans du revenu de base pour nous emmerder avec le revenu de base. C'est tout à fait autre chose, ça a une toute autre gueule. C'est ce qui permet à mon père d'être dans la liberté et d'envoyer au plot l'inspecteur. Salaire à vie, pour que nous puissions la ramener dans les entreprises. C'est absolument décisif. Or, c'est bien un changement de statut du producteur qui s'opère avec le régime général et avec le statut de la fonction publique. 46. Nous sommes bien dans la révolution. Et c'est le tremplin sur lequel nous pouvons nous appuyer si nous voulons aller plus loin. Elsa au miroir. C'était au beau milieu de notre tragédie, et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie. C'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit, c'était au beau milieu de notre tragédie, qu'elle jouait un air de harpe sans y croire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir. Elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir, à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie, sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit. Elle martyrisait à plaisir sa mémoire, c'était au beau milieu de notre tragédie. Le monde ressemblait à ce miroir maudit, le peigne partageait les feux de cette moire, et ces feux éclairaient des coins de ma mémoire. C'était au beau milieu de notre tragédie, comme dans la semaine est assis le jeudi, et pendant un long jour, assise à sa mémoire, et le voyait au loin mourir dans son miroir, un à un, les acteurs de notre tragédie, et qui sont les meilleurs de ce monde maudit, et vous savez leurs noms sans que je les ai dit, et ce que signifient les flammes des longs soirs, et ses cheveux dorés, quand elle vient s'asseoir et peigner, sans rien dire, un reflet d'incendie.
Est-ce que j'ai une tête de bénéficier de la solidarité intergénérationnelle? Certes, j'ai eu un accident, je suis tombé de tout mon long la semaine dernière et j'ai bénéficié de l'efficacité de notre système de santé. La pharmacienne m'a nettoyé, a téléphoné au généraliste qui a interrompu ses consultations pour me coller les bords de la plaie. Oui, nous avons un système de santé particulièrement performant. Mais cette solidarité-là, sur la base d'une grande compétence professionnelle, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce qui m'est arrivé encore récemment. Récemment, non, c'était au mois de mai dernier. En allant chercher une de mes petites filles à l'école à Lyon. C'était fin mai, je vais chercher ma petite fille, une de mes petites filles, à l'école à Lyon. Elle est au CP. Elle sort un peu émoustillée. Chut, elle avait un truc là. C'est pour la fête des mamans. Ah, je me suis dit, merde. Je rêve que les mères piétinent le cadeau de la fête des mères. Ça ferait un bon, j'ai oublié le mot, traumatisme aux gamins, puis on en finirait avec ce truc où on honore les femmes, d'autant plus qu'on leur nie leur statut de producteur. Dès qu'on honore l'utilité sociale de quelqu'un, c'est qu'on va lui casser la gueule. Et c'est précisément la situation des retraités. C'est pour ça que plus je suis retraité, plus je suis féministe. Un retraité, c'est quelqu'un qui est très honoré pour son utilité sociale, mais qui est nié comme producteur de valeur. Moi, j'ai un salaire à vie, un bon salaire de prof de fac en retraite, ayant élevé 5 enfants, cathos de gauche, des gamins, bien sûr. Si vous partez en retraite avec une carrière complète, avec 5 enfants en fonction publique, vous partez avec 100% de votre meilleur salaire. Compte tenu du dernier salaire de ma carrière, où j'ai fait carrière, ce qui montre que la fonction publique accepte parfaitement des voix discordantes, et que le salaire à vie, ça permet la voix discordante. Et je rends hommage à l'université qui m'a embauché, qui m'a permis de faire carrière tout à fait normalement. Je suis payé et j'honore mon salaire, non pas par une obligation de travailler, mais par le bonheur de travailler. Pas de travailler au sens d'être utile, travailler au sens de contribution à produire la valeur économique, sans lequel il n'y a pas de société. Je suis contributeur. Et même, j'ai 70 ans, à 80 ans, je n'aurai pas 40 années de recherche derrière moi, mais 50, je serai plutôt plus qualifié. Et je ne trouve pas normal qu'à cette époque-là, je ne gagne pas plus. Nous sommes 7 millions dans cette situation. On a une responsabilité. Beaucoup de nos enfants sont dans les trentenaires dont j'ai parlé, qui ont une position de grande rectitude, de conformité à leurs convictions. Ils ne veulent pas produire de merde pour le capital. Ils vivent avec le RSA, ils font du portage salarial, enfin, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais enfin,
si les 7 millions que nous sommes, qui avons 40 ans de boulot derrière nous, qui savons y faire, enfin, moi je suis un vieux prof, je sais à peu près y faire, bon. Si on mettait notre compétence au service de ces entreprises alternatives, encore une fois, faire la révolution, c'est produire autrement. Nous avons là des tas d'initiatives de production alternative qui sont menacées en permanence, soit par l'ubérisation, soit par la marginalité. Nous avons une responsabilité de bosser pour elle. Qu'est-ce que je fais moi en ce moment? Ma prestation, elle vaut 900 balles. Je ne vais pas dans le non-marchand. Je vends. Je participe. Je participe au chiffre d'affaires et à la valeur ajoutée d'une entreprise alternative, l'Ardeur, qui est une entreprise d'éducation populaire politique. Et je n'ai pas à être payé, puisque je le suis déjà par une caisse. J'anticipe ce qui devrait être la situation de tous les salariés payés par une caisse et non pas par leur boîte. Parce que si vous voulez qu'il y ait salaire à vie, il ne faut pas que ce soit chaque entreprise qui paye. Et c'est fondamental aussi pour qu'il y ait liberté. Si c'est mon entreprise qui me paye, je vais la fermer au bout du compte, parce que je serai débiteur vis-à-vis de mon entreprise. Mais si c'est une caisse interprofessionnelle qui me paye, dans l'entreprise, je vais la ramener, bien sûr. Le salaire à vie, c'est la condition pour que nous soyons inventifs dans l'entreprise. C'est aussi la condition pour que nous évaluions en permanence notre travail. Il faut qu'il y ait une évaluation permanente du travail. Mais si l'évaluation de mon travail a un effet sur mon salaire, éventuellement négatif, je vais tricher. Et ça donnera das Auto. Les entreprises capitalistes sont des lieux d'une tricherie généralisée. Or, il faut qu'il y ait une évaluation permanente de notre travail concret. Mais pour qu'elle ait lieu, encore faut-il qu'elle n'ait pas d'incidence sur notre salaire, parce que notre salaire dépend de notre qualification et qu'il est versé par une caisse. Moi, je ne sais même, je n'ai jamais su qui me payait. Pas besoin de le savoir. C'est le trésor public, bon. Mais la liberté que ça donne. Si nous ne sommes pas capables de dire ça à tous ces trentenaires, justement, que nous va inventer infiniment mieux que le revenu de base, qui peut-être les tente. Ceux qui bricolent avec 450 € par mois, conditionnels, qui reçoivent des lettres de la CAF, qu'ils ont trop versées. Puis à la CAF, il faut prendre rendez-vous, puis c'est que l'après-midi, et puis on tombe sur un type ou une femme qui est complètement verrouillée par le logiciel informatique qu'elle utilise. Et que le premier venu nous dit vous allez avoir 800 balles inconditionnelles, on va dire banco. Donc si nous voulons lutter efficacement contre le revenu de base, encore faut-il avoir une alternative à donner, pas simplement dire non, dire oui. Un révolutionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui dit non, c'est quelqu'un qui dit oui, éperdument oui. On ne peut mobiliser une population durablement que sur du oui. Si c'est non à Bruxelles ou je ne sais pas quoi, non aux immigrés, on ne mobilise pas durablement. Dieu merci d'ailleurs. Et donc, le fait que des retraités soutiennent des entreprises alternatives pourrait aussi se cumuler avec la popularisation d'une proposition très simple. Les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Je répète, les marchés publics qui sont la vache à lait des groupes capitalistes. Hein. Aucun groupe capitaliste ne peut vivre s'il n'a pas la vache à lait d'un marché public. Les marchés publics doivent être réservés, c'est de l'argent public, doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Là, on va sortir les coopératives de la marginalité. Là, on va... Vous voyez, ça ne résout pas tout, hein, mais ça nous donne... Quand on a la boussole, changer le régime de propriété, quand on a la boussole,
changer le statut du producteur, qui sont les deux éléments d'un changement du mode de production, alors des tas de propositions nous viennent. Alors nous voyons comment sortir de l'impasse collective dans laquelle nous sommes. Donc j'invite les retraités qui sont ici, alors non pas bosser dans la boîte de leurs enfants, on ne va pas les emmerder, hein, mais dans la boîte des copains, d'accord, hein, et puis de se battre pour des revendications de ce type, c'est ça que j'ai dit, pour faire advenir sur un mode suffisamment important les productions alternatives. La délaissée, c'est toujours de poèmes de la Diane française. Hein. Donc, ce sont des poèmes de résistance. D'ailleurs, à partir de 1943, Aragon ne signe plus. Hein. Aragon fait partie d'un réseau de résistants, il doit déménager tout le temps. Enfin, autant ça a été un militaire extrêmement combatif, qui a 2 citations en mai et juin 1940, la croix de guerre, etc. Autant c'est un résistant au quotidien, hein, qui doit être dans la clandestinité à partir de 1942 et qui, à partir de 1943, ne signe plus rien. Mais ce sont voilà, c'est les textes qu'il nous laisse. La délaissée. Ne t'en va pas, mon cœur, ma vie. Sans toi, le ciel perd ses couleurs. Désert des champs, jardin sans fleurs, ne t'en va pas. Ne t'en va pas où va le vent. Sans toi, tous les oiseaux s'envolent et toutes les nuits sont des folles. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas où se perd l'eau, méprisant le bonheur des vers et l'univers des arbres verts. Ne t'en va pas, comme le sang qui saute à la main qui me blesse, ma chère force et ma faiblesse. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas où fuit le feu quand la paille à peine défaille, qu'elle est cendre pour qu'il s'en aille. Ne t'en va pas dans les nuées, mon bel aigle, ami des orages. Je peux mourir de ton courage. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas chez l'ennemi qui t'a pris ta terre et tes armes. Crois en la mémoire des larmes. Ne t'en va pas, ces félonies, ces discours, ces chansons, ces fêtes. Hommes, sachez ce que vous faites. Ne t'en va pas où l'on te dit avec des grands mots pour enseigne, car c'est ta blessure qui saigne. Ne t'en va pas chez le tyran, forger sa puissance toi-même et défaire pour ceux que tu aimes. Ne t'en va pas. Prends ton fusil, siffle ton chien. Chasse les ombres. Chasseur, tu es le nombre. Prends ton fusil. Aragon écrit ce poème au lendemain de la loi du 16 février 1942 qui crée le service du travail obligatoire pour inciter à refuser. Mais vous voyez bien que nous pouvons transposer. On va continuer à produire pour des tyrans qui nous ôtent toute maîtrise sur le travail, qui nous conduisent à l'impasse écologique. On va continuer indéfiniment. Hommes, sachez ce que vous faites. Et on ne part pas de rien, encore une fois, parce que 1946 est là, parce qu'il y a une classe révolutionnaire. Et nous avons un exemple superbe d'une production alternative, c'est la santé, justement. La santé, c'est 10% du PIB, un peu plus, c'est 240 milliards sur 2000 milliards. C'est 12% du PIB, mais j'enlève les 40 milliards du médicament puisque c'est produit par Sanofi, et c'est une production capitaliste. Mais c'est 10% du PIB qui est produit sur un mode non capitaliste, par du personnel qui a un salaire à vie, les fonctionnaires hospitaliers et les libéraux.
Comparer un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe, il n'y a pas photo. Le kiné a sa patientèle dans le mois, l'architecte, il va crever de faim pendant 15 ans, sauf s'il devient grouillot de Bouygues ou je ne sais trop quel groupe capitaliste. C'est-à-dire qu'on a inventé le travail indépendant avec salaire à vie. Nous avons donc un statut du producteur fondé sur le salaire à vie. Et nous avons un outil de travail qui a été financé sans faire appel au marché des capitaux. Comment est-ce qu'on a créé les CHU dans les années 60 ? Il faut imaginer ce qu'étaient les mouroirs qu'étaient les hôpitaux dans les années 50. Il y a même, quand on lit des romans d'avant 50, il y avait une terreur populaire. Hein. Surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant. Nous avons transformé ces mouroirs en lieux de soins, moyennant un investissement énorme qui a commencé par les CHU, puis qui s'est poursuivi jusqu'en 1975. On a intégré les hôpitaux psychiatriques dans l'assurance maladie à qu'elle revêt de l'aide sociale en 1970, et puis tous les hospices sont devenus des hôpitaux locaux avec des lits actifs. Ça, c'est entre 1970 et 1975. Nous avons fait un travail énorme d'investissement qu'on n'a pas financé par un appel au marché des capitaux ou par des partenariats publics-privés du type de ce qui se passe à Paris-Sud dans l'hôpital Eiffage. Hein. Allez voir le film La sociale de Gilles Perret. Il y a un moment où on voit justement ce qui se passe dans cet hôpital, prétendument construit gratuitement, qui a été fait en dépit du bon sens par Eiffage. Mais quand il faut, par exemple, mettre une fenêtre dans un secrétariat, c'est quand même un peu évident qu'on ne va pas laisser des gens bosser sans fenêtre indéfiniment. Ah ben non, mais c'est 26 000 € la fenêtre. Et le loyer annuel vient d'être monté à 40 millions d'euros. Bon, on n'a pas fait ces sottises invraisemblables d'appel au marché des capitaux. Ça, c'est Juppé qui démarre avec la CADES en 1997. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a augmenté le taux de cotisation maladie. Qui se bat aujourd'hui pour la hausse du taux de cotisation ? C'est-à-dire que nous nous sommes appropriés dans le régime général une part plus importante de la valeur pour que l'assurance maladie puisse subventionner l'investissement. On a fait pareil avec l'impôt. Nous avons construit un collège par jour entre 65 et 75 en nous appropriant une partie de la valeur pour faire des équipements publics, sans passer par le crédit. Nous avons supprimé le crédit. Or, le crédit, c'est la conséquence de la propriété lucrative. La propriété lucrative, le capitalisme s'expliquait en 3 secondes. Tu travailles sur un objet qui peut être immatériel, une base de données collaborative, comme on dit. Enfin, tu travailles sur quelque chose qui m'appartient. Je ponctionne une partie de la valeur que tu viens de produire à des hauteurs considérables. La capitalisation boursière de Google, 500 milliards de dollars. Je te prête ce que je viens de te piquer. Je te fais crédit pour créer ta boîte. Et puis, il y a un retour sur investissement. Et quand est-ce qu'on va dire que le roi est nu ? Pendant combien de temps on va accepter que le piqueur nous prête ? Or, précisément, nous nous sommes passés du crédit pour produire de la santé. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une multiplication des contractuels, il y a une souffrance au travail à l'hôpital qui est considérable, parce qu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation maladie. Et il y a un appel au marché des capitaux, si bien que tous les hôpitaux sont à genoux. Mais ça montre donc que l'appel au crédit est beaucoup moins performant que la subvention par cotisation. Il faut remplacer le cycle « je te pique, je te prête », le cycle profit-crédit, par le cycle cotisation-subvention.
Il n'y a aucun besoin de financer l'investissement par crédit. L'investissement en T, là, l'année T, va se traduire en T plus 1 par plus de travail ou par un travail plus productif, donc plus de valeur. Cette valeur, elle peut être cotisée dans une caisse d'investissement, gérée par les salariés, comme les caisses de sécurité sociale ont été gérées par les salariés. Et cette caisse d'investissement va subventionner l'investissement nouveau en T plus 1, qui va générer en T plus 2 un travail plus productif ou supplémentaire, et donc une valeur supplémentaire qui va être cotisée dans une caisse d'investissement gérée par les salariés, qui vont subventionner l'investissement en T plus 2 et en T plus 3, etc. Ce n'est pas de l'utopie. C'est ce que nous avons fait de façon extrêmement efficiente avec l'hôpital. Nous pouvons tout produire, sans employeur, sans marché du travail, sans capitaliste, sans prêteur. Tout! Le voulons-nous? C'est-à-dire, voulons-nous affronter le capital? Voulons-nous mener la lutte de classe? Je comprends qu'on hésite, parce que la lutte de classe est une partie de bonheur, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Le poème d'Aragon que je vais vous lire, qui est de l'ADN française aussi, ne se livre pas à première lecture, mais peut-être qu'après tout ce que nous venons déjà de voir ensemble, il peut être entendu. Aragon s'inquiète et s'indigne du silence qui entoure le sacrifice des résistants dans une France largement pétainiste. Et il cherche à trouver des mots qui puissent faire tilt, ce qui est un peu aussi l'objectif d'un chercheur, trouver des mots qui font tilt, enfin, qui puissent faire entendre des choses. Et pour évoquer ce qu'il considère comme une trahison des résistants par le reste de la population, lui qui a une très grande culture, c'est un homme immensément cultivé, y compris biblique, va prendre la situation de Pierre. Vous connaissez peut-être cet épisode de l'Évangile où Pierre, à la veille de la crucifixion, de la condamnation à mort et de la crucifixion de Jésus, lui dit « Oh, jamais je ne t'abandonnerai, même dans la mort, je serai avec toi. » Et puis, quand Jésus est arrêté, il se barre. Il se barre, mais quand même pas totalement, c'est-à-dire qu'il le suit à distance. Et il va au palais du grand prêtre, puisque c'est la religion qui a tué Jésus, ce sont les grands prêtres qui l'ont condamné à mort pour blasphème, avec un pouvoir politique romain qui a entériné la chose, en conjonction du pouvoir politique et de la religion. Et il se chauffe dans la cour pendant que Jésus va être condamné à mort pour blasphème par les familles qui sont aussi les familles économiquement dominantes. Les familles sacerdotales de Jérusalem sont aussi les familles qui tiennent l'économie. Dans les sociétés premières, les fonctions symboliques sont les lieux de la puissance économique toujours. Et des servantes ou des gens qui se chauffent là le reconnaissent à son accent premièrement, puis ils se disent « Mais enfin, toi, tu es avec Jésus ?» Il dit non. Puis une deuxième fois, il dit non. Puis une troisième fois, il dit « Je ne connais pas cet homme !» Je ne connais pas cet homme. Trouver des mots à l'échelle du vent. Trouver des mots qui pratiquent des brèches dans le sommeil, comme un soleil levant. Des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche. Trouver des mots forts comme la folie. Trouver des mots couleur de tous les jours. Trouver des mots que personne n'oublie.
feu pour l'aveugle et tonnerre au sourd. Pour ne pas lire aux lèvres qui parlaient, à quelle nuit vos yeux se condamnèrent, quand les martyrs criaient par chaque plaie le violon terrible de leurs nerfs. Pendant ce temps, qu'avez-vous inventé? Vous fredonniez vos anciennes caroles, des mots sans suite et doux d'être chantés. Sur les tombeaux dansent des flammerolles. Dans quel silence infiniment tomba ce lourd remords de garder le silence, et votre cœur fut le volet qui bat dans l'insomnie un mur de faux semblances. Cœur ou caillou, puisqu'un jour nous dirons de l'homme, je ne connais pas cet homme. Nous porterons la rougeur à nos fronts d'avoir trahi ce que nous-mêmes sommes. C'était avant que le sang ne séchât. Portant sa croix et souffrant son calvaire, que j'ai nommé Jésus sous les crachats, avec des mots comme des yeux ouverts, avec des mots à l'échelle du vent, avec des mots où notre amour se fonde, avec des mots comme un soleil levant, avec des mots simples comme le monde. Comment ne pas se reconnaître dans ce poème comme chercheur? Je n'ai pas su lire aux lèvres des lutteurs. J'avais le postulat qu'ils n'étaient pas une classe révolutionnaire. Pendant que jouait le violon terrible de leurs nerfs, je chantais des caroles, des mots doux d'être chantés, lutte contre l'austérité, crédit public, BCE prêteuse aux États, sécurisation des parcours professionnels, relance de la consommation. Pouvoir au CE, droit de veto si le PSE n'est pas vraiment négocié. Des mots tranquilles et doux d'être chantés. La répétition de notre impuissance. Si nous sommes fidèles à Croizat, pourtant, c'est pas si compliqué de sortir de ces mots qui sont des flammerolles sur les tombeaux. Si nous voulons, par exemple, parce qu'on me dit toujours, alors qu'est-ce que tu proposes pour tout de suite? C'est bien beau ce que tu racontes. C'est quoi ton programme intérimaire? Intermédiaire, je ne sais plus quoi, enfin bref. Non, voilà. C'est à Nuit debout que j'ai eu l'idée, parce qu'il fallait que je sorte quelque chose. Alors, à Nuit debout, il faut sortir quelque chose, donc j'ai sorti quelque chose. Et j'ai dit, voilà, si on a la boussole changement du régime de propriété, et donc suppression du crédit, maîtrise de l'investissement par les intéressés eux-mêmes dans des caisses d'investissement,
et on ne peut être propriétaire que si on maîtrise l'investissement. Donc généralisation de la propriété, d'usage des entreprises par les salariés. Et d'autre part, statut du producteur avec salaire à vie. Si nous avons cette boussole-là, nous pouvons par exemple proposer 2 cotisations sur le modèle du déjà là de la cotisation de la sécurité sociale. Première cotisation pour généraliser le salaire à vie. J'ai déjà dit que plus de 15 millions de personnes dans ce pays sont en salaire à vie. On peut le généraliser déjà à tous ces trentenaires qui bricolent avec le RSA. Il faut, et c'est la seule réponse possible, encore une fois, au revenu de base, hein, il faut dire qu'ils ont droit à un niveau de qualification. Déjà les 1 500 € du premier niveau de qualification. Si tout le monde a le premier niveau de qualification et le salaire à vie qui va avec, mettons de 1 500 €. Si nous voulons que les entreprises qui soient reprises par leurs salariés ne végètent pas comme des scopes qui progressivement sont marginalisés, ce qui est le cas depuis 1 siècle et demi, il faut qu'elles n'aient pas à payer leurs salariés pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elles trouvent leurs assiettes économiques. Donc il faut qu'il y ait une cotisation pour assurer le salaire de ces personnes que l'entreprise ne peut pas payer. Si on veut assumer la revendication extrêmement juste de la CGT de sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire maintien du salaire entre 2 emplois, à durée indéfinie, jusqu'à ce qu'on trouve un emploi équivalent. C'est bien une forme de salaire à vie. Si le salaire n'est plus un attribut du poste, mais de la personne, puisqu'il y a maintien du salaire entre 2 emplois. Si nous voulons démarrer par les jeunes et prendre par exemple les 5 premières cohortes, les 18-24 ans, les 18-22 ans, 18, 19, 20, 21, 22, les 5 premières cohortes, 5 fois 750 000, hein, c'est une cohorte de 750 000 à peu près, ça fait donc 7 fois 5, 35, enfin à peu près 4 millions de personnes. Bien. Si nous voulons attribuer le premier niveau de qualification comme droit politique pour enrichir une citoyenneté qui est en train de s'épuiser dans un seul droit de vote dont la signification est devenue de plus en plus obtuse, disons, si nous voulons l'enrichir de droits économiques, hein, nous attribuons à 18 ans aux 5 premières cohortes, pour commencer, et puis ça fera pression pour que les autres en bénéficient aussi, du premier niveau de qualification et des 1 500 € qui vont avec. Pour tout cela, baisser l'âge de la retraite à 55 ans, pour qu'à 55 ans, libérer le marché du travail, on puisse travailler, enfin travailler librement. Si nous voulons tout cela, il faut à peu près 250 milliards. 250 milliards, c'est 20% de la valeur ajoutée marchande. La valeur ajoutée marchande, c'est 1300 milliards. La monnaie, elle vient de la valeur ajoutée marchande. Le PIB, c'est 2000 milliards, 700 milliards de valeur ajoutée non marchande, les services publics, d'accord, et puis 1300 milliards de valeur ajoutée marchande. 20%, donc, qui vont être affectés à une cotisation. Les entreprises cotisent à hauteur de 20% de leur valeur ajoutée à une caisse des salaires, mais du coup, elles n'ont plus à payer les personnels relevant des catégories que je viens de dire, qu'elles embauchent, puisque ces personnels-là sont payés par la caisse des salaires. Donc le coût n'est pas de 250 milliards, mettons que ce soit la moitié, parce que les jeunes, ils sont dans les études, donc ils ne vont pas être embauchés. Mais mettons que ce soit la moitié, mettons que ce soit 120 milliards. Eh bien, pour qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour les entreprises, ces 120 milliards vont être compensés par le non-remboursement de 120 milliards de leur dette. Il faut une campagne sur l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement, aussi forte que la campagne que nous menons sur l'illégitimité de la dette publique en disant que, de même qu'on l'a fait pour l'Allemagne en 1953, il faudrait qu'on supprime la dette publique grecque, etc., etc. La campagne pour l'illégitimité des dettes pour financer l'investissement est décisive. Mais là, pour ça, il faut se battre contre le crédit, hein, pas pour un bon crédit public qui légitime le crédit privé. Hein. Donc, vous voyez qu'à la fois, nous attribuons, c'est ce qu'a fait Croizat en créant le régime général, on s'attribue et on gère nous-mêmes 250 milliards qui vont à des formes de salaire à vie, et on commence à assécher de 120 milliards, ce n'est pas assez, hein, la centralisation financière. On ne rembourse pas, ils s'en vont, qu'ils s'en aillent. Ce sont des parasites dont nous n'avons absolument pas besoin.
Et puis parce qu'il faut financer l'investissement, créons une cotisation économique de 20% de la valeur ajoutée, 250 milliards, qui va aller à des caisses d'investissement gérées par nous, des caisses que les entreprises pourront mettre en compétition, sinon il y aurait risque de suggestion bureaucratique à la caisse départementale ou je ne sais pas quoi. Il s'agit bien sûr qu'il y ait des compétitions entre institutions si nous voulons une démocratie économique. Et ces 250 milliards-là, ils sont intégralement compensés par un non-remboursement de 250 milliards de dettes, ou un non-versement de dividendes, c'est une entreprise cotée en bourse. C'est-à-dire que ça veut dire que nous asséchons de 350 milliards la centralisation financière et nous nous attribuons 500 milliards pour produire autrement. C'est compliqué, mais ce n'est pas plus compliqué que la revendication de vrai plein emploi, qui échoue au demeurant depuis 40 ans. Ce n'est pas plus compliqué que impôt sur le capital. Alors là, Piketty, qui encore une fois est le plus malin de nos adversaires, Piketty a écrit 1000 pages où il montre, mais vraiment de façon absolument convaincante, que dans le monde entier et sur un siècle, il ne sert à rien de taxer le capital. Parce que ceux que l'impôt vise y échappent toujours. Parce que les juristes d'optimisation fiscale sont mieux payés que vous et moi. Donc il le démontre. Ça a un effet de court terme, oui, mais dans le long terme, bien sûr que non, ça ne sert à rien. Et il conclut, vive l'impôt! Religion. On peut être Piketty et être croyant, d'accord? À partir du moment, encore une fois, où on a la double boussole que je viens de dire, du changement du régime de propriété et du changement du statut du producteur, on devient inventif et on sort des sentiers battus. Je voudrais vous lire maintenant un passage de l'Évangile de Marc. Qui se situe la veille et le lendemain de la mise à mort de Jésus dans les circonstances que nous avons vues tout à l'heure. Je suis donc d'abord au chapitre 14 de Marc, puis au chapitre 16. La veille de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « pas en pleine fête », pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, il lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Vous voyez où je veux en venir, hein? J'espère en tout cas. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait d'avance. Elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. C'est la veille de la condamnation à mort. Le lendemain, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achètent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil, et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Je ne vais pas abattre toutes mes cartes ce soir. Ce n'est pas mûr et ce n'est pas nécessaire. Mais je ne voudrais pas faire comme si la lecture quotidienne de l'Évangile n'avait pas à voir avec l'évolution de ma démarche de chercheur. Nous sommes à la veille de la mise à mort de Jésus. Jésus ne songe pas à la douceur des matins. Il sait que de ses fers naîtront des lendemains qui chantent. Et une femme embaume ce corps du lutteur. Elle est aussitôt rabrouée. Enfin, et les pauvres, tu as pensé? Et la réponse de Jésus est cinglante. Et très curieusement, en général, comprise à contresens, c'est normal. La croyance nous empêche d'accéder à Jésus. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien. Vous allez en fabriquer à l'appel en permanence. Pour vous dispenser de faire ce que je vais faire. Vous allez faire de l'humanitaire. Vous allez déclarer victime ceux à qui vous allez faire du bien. Ça vous fera du bien de faire du bien à des victimes. Ça vous dispensera de vous affronter aux puissants. Ça vous dispensera d'être révolutionnaire. Ça, je l'ai compris assez vite. Ce que j'ai moins compris, c'est l'embaumement. Embaumer, il y a deux embaumements, comme vous le voyez. Il y en a un qui a sens, puis l'autre qui foire. Celui qui fait sens, c'est l'embaumement du lutteur. Celui qui foire, c'est l'embaumement du mort. Qui n'est pas mort, en réalité, mais qu'on prend pour mort. La classe ouvrière n'existe pas comme classe révolutionnaire, c'est des victimes. Alors je les embaume. Je fais de la commémoration. Oh, la commémoration, qu'est-ce qu'on en fait? Comme signe de notre incertitude sur l'avenir, on commémore. Cet embaumement-là, c'est de la merde. Et il nous empêche le seul embaumement qui est sens de celui qui nous précède. Mais il est en Galilée, comme il l'a dit. Il est vivant. Celui que vous prenez pour mort. Pour entrer dans cette dynamique, pour pouvoir trouver les mots, comme le disait Aragon dans le poème précédent, les mots qu'on va tirer des lèvres qui parlaient et qu'enfin on entend. Encore faut-il se débarrasser de tas de croyances. Et là, par un petit pied de nez, je dois dire, le catho que je suis voudrait s'adresser aux athées qui sont ici. C'est rare, mais dans cette situation, je le fais. Enfin, d'avoir la parole, disons, cette situation. Moi, depuis 50 ans, je suis avec des athées.
qui me respecte, globalement, je suscite le respect, mais enfin, comme Cato, je suis quand même un drôle de zigoto un peu rigolo, quoi. C'est quand même pas très sérieux. Et je suis avec des athées, mais qui sont de croyants. Alors qu'ils ont un sourire un peu de commémoration pour ma foi chrétienne. Une classe dirigeante, nous dit Gramsci, n'est dirigeante que si elle est hégémonique, c'est-à-dire si elle convainc ceux qu'elle domine de son récit du réel. C'est un enjeu décisif. Tant que nous sommes convaincus par le récit du réel que construit la classe dirigeante, avec une forte soutien de l'université, la classe dirigeante n'a pas de souci à se faire. Nous sommes dans la croyance. J'ai évoqué la croyance dans le marché du travail. Avec l'éducation de nos enfants pour se conformer aux exigences de la marché du travail. Vous avez la croyance dans le crédit et dans la propriété lucrative. Pourquoi est-ce que nous acceptons que plusieurs fois par jour, depuis la mosquée, un muezzin nous dise CAC 40, moins 50, plus 10, etc. Vous avez remarqué que ce n'est jamais en studio, hein, c'est depuis la bourse. Hein. Pourquoi est-ce que nous acceptons? Tout n'a rien à cirer. Le cours de la bourse. Mais c'est pour pouvoir, par cette liturgie permanente, une religion, c'est un rituel, c'est très important. Accepter le sermon du curé, qui est un sermon d'avant le concile. Si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Les Grecs n'ont pas été sages, mais ils sont en enfer. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste qui parle dans le poste? Sinon un curé d'avant le concile. Au moins, dans la religion traditionnelle, la mienne, pendant le sermon du curé, on va taper la belote en face. Mais là même pas. On en redemande. On est là sur lemonde.fr. On regarde son iPhone. On n'en a jamais assez de la religion capitaliste. Ah, je rêve d'une laïcité qui se battrait pour la séparation de l'État et de l'Église capitaliste. Elle est irrécupérable par le Front National, celle-là. Et c'est ce qui nous sortirait de la laïcité raciste dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfoncés. Les mains d'Elsa. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains que je sois sauvé. Lorsque je les prends, mon pauvre piège de paume et de peur, de hâte et d'émoi, lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains à moi, sauras-tu jamais ce qui me traverse, qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli? Ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet des sens animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans image, ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les droits pensent d'une proie entre un instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence, un éclair, aura connu d'inconnu? Donne-moi tes mains, que mon cœur s'y forme, s'y taise le monde, au moins un moment. Donne-moi tes mains, que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement. C'est ça l'attitude d'un chercheur qui ne prétend plus de surplomb interpréter un objet, mais qui demande au sujet actif auquel il a affaire de lui donner la main, qui, quand il croit la prendre, s'aperçoit qu'il se trompe, qu'il faut tout le temps changer, mais qu'il a besoin de cette main. Nous sommes
en hiver 2011. C'est un mercredi papy. Je me balade avec un de mes petits-fils qui a 4 ans dans Paris, tous les mercredis, comme ça. Et pour le bonheur de la ville, etc. On arrive à la fontaine Saint-Michel. On arrive à la fontaine Saint-Michel, il me dit, mais c'est quoi, papy, là, le dragon, l'ange, là, avec son épée, c'est pas une épée, je sais pas, sa lance. Ben, je lui dis, le dragon, c'est Satan. Oh, mes parents m'ont dit que Satan n'existe pas. Ça se transmet pas à la fois si facilement que ça. Bon, ok, je n'insiste pas, parce que ma belle-fille est très attentive à ce que je ne raconte pas de salade à mes petits-enfants. Hein. Elle a raison, d'ailleurs. Bon. Mais il me dit quand même, parce qu'il était quand même intéressé, il me dit, mais alors, qui c'est, là, ce dragon, qui n'est pas Satan? Ben, je lui dis, tu vois, c'est quelqu'un qui te dit non en permanence. Mais non, t'es pas capable. Mais non, c'est pas pour toi, tout ça. Mais tu crois? Mais non, non. Mais on n'y arrivera pas, c'est trop difficile, non. Mais alors il me dit, mais alors, celui qui le terrasse, c'est l'homme du oui. J'étais très ému. Il avait tout compris. Et souvent, hein, dans les relations grands-parents, petits-enfants, il y a cette magie, là. On a la bonne distance. Hein. J'essaye, moi aussi, d'être un homme du oui. Oui à tous les trentenaires qui font sécession. Oui à tous les militants plus classiques que je rencontre très souvent et qui sont à la fois fatigués de l'échec et pourtant déterminés à lutter. Oui à ces institutions du salariat que la classe ouvrière a pu construire. Oui à la classe révolutionnaire en construction. Et ce oui me rend heureux. Je voudrais terminer avec l'art poétique d'Aragon. L'art poétique est écrit, là encore, dans la clandestinité. C'est une réponse à Verlaine, hein, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Aragon, il déteste l'art pour l'art. Il pratique l'art pour quelque chose. Bien sûr qu'il fait de la musicalité, ne serait-ce que pour que ce soit appris par cœur, par les résistants. C'est le maître de la musique des mots. C'est prodigieux. Mais il y a toujours, y compris dans ses poèmes d'amour, j'ai essayé de le dire à propos des mains d'Elsa, une signification politique, révolutionnaire, toujours. Les amis morts en mai dont il parle dans ce poème écrit après l'exécution en mai 1942 au Mont-Valérien de Georges Politzer, Jacques Decour, Jacques Solomon et Georges Dudache, est dédié à ces 4 martyrs. Pour mes amis morts en mai, et pour eux seuls désormais, que mes rimes aient le charme qu'ont les larmes sur les armes, et que pour tous les vivants qui changent avec le vent, s'y aiguisent, au nom des morts, l'arme blanche du remords. Mots mariés, mots meurtris, rime où le crime crie, et le fond au fond du drame, le double bruit d'eau des rames, banal comme la pluie, comme une vitre qui luit,
comme un miroir au passage, la fleur qui meurt au corsage, l'enfant qui joue au cerceau, la lune dans le ruisseau, le vétiver dans l'armoire, un parfum dans la mémoire. Rime, rime, où je sens la rouge chaleur du sang, rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes. Et quand notre cœur faiblit, réveillez-vous de l'oubli, rallumez la lampe éteinte, que les vers vides teintent, je chante toujours parmi les morts en mai, mes amis.